Il faut qu'il y ait une limite. Non. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus qui démarre avec vraiment un retard assez inhabituel quand même si nous avons quelquefois l'habitude de commencer en retard. Le retard d'aujourd'hui est assez inhabituel, veuillez bien nous en excuser, en partie dû à une coupure d'électricité qui a perduré jusqu'à tout à l'heure, qui ne nous a pas permis donc de démarrer à temps cette émission. Et bien d'autres problèmes pratiques, veuillez bien nous en excuser et nous comptons sur votre indulgence, Inch'Allah. Cela dit, nous allons parler aujourd'hui au menu de Presse Plus aujourd'hui du message à la nation, bien évidemment, à l'occasion du 57e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger, le 2 août dernier, message solennel et officiel prononcé par le président de la République. Nous allons également parler de cette déclaration de l'opposition politique, pas la déclaration elle-même, mais ce qui en ressort, entre autres, ce report ou l'annulation des élections législatives partielles anticipées de Maradi qui fait grand bruit. Et puis cet autre problème, cette fois l'Assemblée nationale qui a clôturé au cours de cette semaine sa deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2017. Ce refus, semble-t-il, de voter, en tout cas de se pencher sur trois résolutions, l'une en vue de la levée d'immunité d'un député et les deux autres en vue de la mise en accusation de deux anciens ministres dans des affaires de gouvernance ou de détournement des deniers publics. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Autour de la table, nos invités et consultants habituels, Dr Souley Agi, docteur, bonjour. Merci d'être là à côté. Il y a Ousseini Issa. Ousseini, bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a docteur Amadou Hassan Bouakar. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Vous avez noté l'absence de Gary Amadou, le quatrième consultant. Et bien, Gary Amadou est absent. Il a voyagé ce matin même pour Dar es Salaam en Tanzanie pour des raisons professionnelles. Il participera dans la capitale tanzanienne à un séminaire de journalistes qui se tient là-bas jusqu'au 14 août prochain. Nous le récupérerons donc après, Inch'Allah. Message à la nation du président de la République. L'Enquêteur, le journal, le quotidien du 4 août, titre « Discours du chef de l'État pour la fête de l'arbre, l'art de l'esquive des problèmes réels du pays ». Discours du chef de l'État, excusez-moi, discours du chef de l'État pour la fête de l'arbre, l'art de l'esquive des problèmes réels du pays. Voilà, pour ce premier sous-thème, nous vous proposons seulement ce sous-titre, donc ce titre du journal L'Enquêteur, puisque la plupart de nos confrères de la presse écrite n'ont pas eu le temps de se pencher sur ce que le président de la République a dit la veille du 3 août, sauf L'Enquêteur, bien sûr, qui est apparu le lendemain, le 4 août, et qui parle de l'art de l'esquive des problèmes réels du pays. On se souvient effectivement que le président a évoqué trois défis à l'occasion de ce message à la nation: le défi sécuritaire, le défi démographique et le défi écologique aussi, donc les changements climatiques. Encore une fois, pour des raisons de coupure d'électricité, nous ne pouvons pas vous faire suivre cet extrait, un extrait du discours du message à la nation du chef de l'État. Nous espérons simplement que la plupart d'entre vous ont dû suivre ce que le président a dit à cette occasion. Alors, Ousseini dit ça. Pour l'enquêteur, donc, il s'agit, le président a plutôt esquivé les problèmes réels du pays en se limitant qu'à trois préoccupations essentielles, et à ses yeux, la démographie, la sécurité et puis les changements climatiques. Bon, mais je vais commencer par d'abord la question sécuritaire. On a vu depuis quelque temps les populations de Difa, en tout cas des habitants de Difa, pour dire que de la manière dont ça est en train d'être géré, ils ne trouvent pas leur compte. Parce que malgré tout ce qu'on dit, qu'on a sécurisé la zone, on a mis assez de moyens, suffisamment de moyens pour que les forces de défense et de sécurité puissent faire leur travail. On a constaté que ça a continué. Ça a continué. Des gens viennent, des éléments de Boko Haram, ils viennent y compris à dos des chameaux
ils enlèvent des paisibles populations, ils les emportent. Et on n'arrive pas à savoir où on les a amenés, rien du tout. On est en train de faire un combat, aussi bien dans la zone de Difa que dans la zone de Tillabéri, le nord Tillabéri. Mais malheureusement, jusqu'ici, on constate qu'il y a quand même quelques défenses. Ça, c'est le premier aspect. Et les populations sont sorties. Il y a, au moins, il y a des femmes qui sont sorties, il y a des jeunes qui sont sortis, je crois. Il y a également les associations de la société civile, les associations de la société civile de la région qui sont sorties pour dire que ça ne va pas. Moi, je dis, il y a problème. Il y a problème tout simplement parce que, en dépit de comment vais-je dire, l'état d'urgence qui prévaut dans la région, on continue encore à attaquer. Des éléments qui viennent, ils prennent, ils s'en vont. Personne n'est en mesure de dire où ils sont. Comment ça se passe? Il faut qu'on explique. Parce que tout simplement, s'il y a assez de moyens, suffisamment de moyens, des gens comme ça ne peuvent pas venir à dos de chameau pour prendre des populations civiles qui n'ont pas de moyens de défense et ils s'en vont avec. Ça, c'est le premier aspect. L'aspect, je ne sais pas... Démographique, bon, ça, c'est une préoccupation qui est là. La démographie, c'est une préoccupation qui est là. On essaie de se faire comprendre que c'est aux populations, mais quand on regarde un peu eux-mêmes, ils ont deux femmes. 3 ou 4, souvent. Oui. Certains d'entre eux. Bon, mais quand on se met dans une posture où on est femme de président, où on est femme de premier ministre, ou ceci, cela, on veut faire des enfants parce que tout simplement, il y a, comment ça s'appelle, l'héritage des choses comme ça. C'est des réflexions comme ça qu'il y a. Et quand on veut faire ce genre de travail, de sensibilisation, d'amener les gens à arrêter, c'est qu'on doit donner l'exemple. Quand on donne l'exemple, c'est que les autres vont suivre. Mais quand vous-même vous donnez l'autre exemple, ça veut dire que le paysan qui est là, qui a récolté, qui a pu vendre, il a fait quand même, il a pu dégager, il sait que ce qu'il a pu engranger peut lui permettre de vivre, il va prendre une autre femme. Et quand la femme va venir là, elle va accepter que les femmes qui l'ont devancée là arrivent, pendant qu'elle n'a aucun enfant. Voilà un peu le défi auquel on se trouve exposé, où les gens se mettent dans des logiques où on fait des femmes. Et personne, c'est le discours, hein, personne ne va dire à sa femme, vas-y, faire la contraception. Personne. Même quand elle est intellectuelle, c'est elle qui va décider qu'elle va faire la contraception. Et si elle ne fait pas attention, elle tombe sur un mauvais mari, il va lui dire, je ne suis pas d'accord. Mais comment gérer ce problème en termes de gouvernance, comment gérer ce problème Comment gérer ce problème? C'est qu'il faut que chacun se mette dans une logique où d'abord la réflexion au niveau... Et il faut faire ce travail-là en sensibilisant les gens sur quoi? L'éducation, la santé, l'entretien même. Tant qu'il n'y a pas de sensibilisation par rapport à ça, on dit juste à quelqu'un, non, il faut arrêter de faire des enfants, vous faites des enfants, parce que quand vous faites des enfants, on ne peut pas les prendre en charge, la personne ne va jamais comprendre. Mais quand on va dire, voilà, quand l'enfant tombe malade aujourd'hui, si vous n'avez pas de ressources pour l'hospitaliser, il y a un problème. Ça va poser problème parce que c'est sur vous que ça va retomber. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas sur l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans le centre de santé, et y compris l'école, l'école est aujourd'hui publique et privatisée. L'école publique est privatisée. Tout à fait. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas éduquer. Parce qu'à l'école publique même, on vous demande d'amener de l'argent pour ceci, pour cela, les histoires de COJ ou comment on appelle ça. COJ, on vous amène de l'argent. Quand vous n'êtes pas en mesure de donner les 1000 francs ou les 2000, ça va poser problème. Tout à fait. Alors, très rapidement, Ousseini, le troisième aspect, les changements climatiques. Bon, mais le changement climatique. Nous, on fait quoi pour dégrader Nous, on fait quoi? C'est un problème, c'est un phénomène qui est là, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, Trump a décidé de quitter l'accord de Paris. Ils sont les gros pollueurs. Ils sont les gros pollueurs des États-Unis. Ils ont décidé de quitter. Maintenant, nous, on peut faire quoi? On va aller se battre, on va faire quoi localement pour que le phénomène là
On subit. On est dans une situation où, où on est là, ça nous tombe dessus. Trump a dit il ne fait pas. Il sort du machin. Mais aujourd'hui, quand on va faire ce discours-là, on fait ce discours-là par rapport à quoi? Est-ce que quand les présidents français, les présidents, ils ont cherché à le négocier pour qu'il reste dedans, il a refusé. Nous, on peut faire quoi? C'est un faux discours. Même si le processus n'est pas encore enclenché. Non. Vous savez, les États-Unis est toujours partie prenante. Non, il a été jusqu'à l'arrivée de Trump. Jusqu'à l'arrivée de Trump. Tout à fait. Quand il a dit, il ne fait pas. Mais nous, on peut faire quoi? Oui. On va faire un discours pour dire, on va subir. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Tout à fait. Il ne faut pas oui. masquer, comment dire. Ouais. Alors, merci Hussein. Docteur Amadou Sambouakar. Donc, l'enquêteur parlait de l'art de l'esquive des problèmes réels du pays. Ce journal, et même une bonne partie de l'opinion publique nationale, avait certainement souhaité entendre aborder, par le président de la République, d'autres sujets de préoccupation en termes de gouvernance, en termes de la démocratie et de tout ce qui s'ensuit. Il s'en est arrêté à ces 3 défis. Vous en dites quoi? Oui, merci Abdraman. Effectivement, j'ai suivi le message à la nation du président de la République. Effectivement, j'ai constaté avec beaucoup certainement de mes concitoyens que le président de la République n'a pas dit un seul mot sur la gouvernance, en tout cas des problèmes sur lesquels il est attendu. Il a justement relevé ces 3 aspects dont vous venez de parler. Le défi sécuritaire, qui est une réalité. Mais comme Hussein l'a dit, il y a toujours des difficultés, parce qu'il y a quand même des parties de notre territoire qui souffrent de cette insécurité, malgré les moyens, en tout cas colossaux, qui sont déployés dans le cadre donc, de la sécurité. Beaucoup reste à faire. Je pense à ces femmes de Ngalewa qui sont enlevées. Je pense que si c'est né au cours de ce discours, en tout cas solennel, à l'occasion de la fête du 3 août, je crois qu'officiellement le gouvernement n'a pas réagi. Ces enlèvements ont eu lieu pourtant le 2 juillet. Ce qui n'est pas du tout normal. Il y a un mois. Ce qui n'est pas du tout normal, et je pense que c'est ça qui explique un peu la réaction de la société civile de la région donc, du Difa, et les femmes également qui ont l'impression qu'elles sont délaissées. Et certainement, si les enlèvements avaient eu lieu à Niamey, dans la capitale, je suis convaincu qu'on allait crier sur tous les toits. Donc je pense que là, ça pose un véritable problème. Parce que la question sécuritaire doit être en tout cas pris en tout cas, au même niveau de préoccupation, que ce soit à Difa, que ce soit à Tillabéri ou à Niamey. Donc je pense que là, c'est une réalité, mais il faut redoubler de vigilance. On a dit il faut, c'est vrai, mutualiser les efforts dans le cadre de G5 Sahel, mais au-delà de ça, on a toujours décrié, et l'utilité, on ne voit pas l'utilité des bases militaires extérieures qui sont implantées sur notre territoire en violation de notre souveraineté. Et le président de la République n'a fait aucune allusion à ces bases militaires. Bon, mais vous savez, ça fait des années, parce qu'aujourd'hui, il y a qui explique justement la présence de ces forces militaires, puisque en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, on a assisté, en tout cas on n'a suivi aucun projet de loi de ratification de ces accords de défense qui pourrait justifier éventuellement la présence de ces forces étrangères sur notre territoire. Donc je pense que si le président de la République n'a pas daigné en parler, bon, peut-être ce n'est pas pour rien, mais je pense que la question sécuritaire doit être une préoccupation si on voit le fond, en tout cas qui sont investis dans le domaine de la sécurité, et jusque-là, on vient en tout cas enlever, puisque c'est des pratiques qu'on ne connaît pas au Niger. C'était à chose au Nigeria, avec les jeunes filles de Chibok qu'on avait enlevées. Si aujourd'hui on vient au Niger, on enlève cette fois-ci, en tout cas 39 femmes, je crois, et si on... adolescents, donc si on ne prend garde, on ne renforce les mesures de sécurité, on ne sait pas ce qui peut advenir demain. Maintenant, c'est tout ce qui offusque le plus, que paraît-il que les ravisseurs sont venus, certains à pied, d'autres à dos de chameau. Oui, bon, vous voyez, et ils ont réussi à s'échapper. Il y a 2 semaines, on l'a relevé, mais il y a un problème. À partir du moment où l'état d'urgence est toujours en vigueur dans la région de Difa, donc ça veut dire qu'il y a une restriction de la liberté d'aller et venir. Comment est-ce que les gens là peuvent venir, sans pour autant qu'on ait les renseignements, venir à pied, à dos de chameau, venir prendre le temps, enlever, attaquer le village?
Assassiner tuer, sur place, assassiner, prendre 9 les jeunes gens et vraiment retourner dans leur base tranquillement sans pour autant qu'ils ne soient inquiétés. Il y a un problème. Quelque part, il y a une complicité. Il y a une complicité qui est réelle, en tout cas pas supposée même réelle, puisqu'à partir du moment où ils ont pris tout leur temps pour le faire. Maintenant, en ce qui concerne la question du défi démographique, le dividende, bon, moi, je ne sais pas si vous avez appris le rapport du FMI, en tout cas, qui a dit que la population du Niger, au contraire, c'est une opportunité, c'est une richesse dans les années à venir. Je pense que le problème du Niger, particulièrement pour 17 millions d'habitants, quand on voit les richesses dont regorge le sous-sol nigérien, je pense que c'est insuffisant. C'est un problème de gouvernance. Et l'espace aussi. C'est 1 million tout à fait. Mais pratiquement la bande nord du pays est totalement inhabitée. Ouais. Je pense que c'est un problème de gouvernance qui se pose, c'est un problème de répartition inéquitable des richesses nationales, c'est un problème de prise en charge. Hussein a parlé de la question de l'éducation. Ouais. Mais aujourd'hui... Donc, de priorisation stratégique. Voilà. Surtout, moi je pense que c'est un peu ça pour 17, mais au même moment où on pense qu'il y a une inquiétude se préoccupant de cette démographie galopante, il y a d'autres pays industrialisés dont les populations sont vieux, ils sont en train de voir dans quelle mesure il faut rajeunir leur population. Donc je pense que pour autant de mon point de vue, cette population, les projections qu'on a eu à faire ne doivent pas nous inquiéter outre mesure, c'est de mettre en place des politiques publiques allant dans le sens d'assurer l'éducation des jeunes, la formation professionnelle, l'emploi et tout ce qui s'ensuit, et asseoir une bonne gouvernance qui permettra de répartir de façon équitable les richesses pour que chaque citoyen puisse profiter des richesses nationales qui restent et demeurent la propriété quand même de l'ensemble du peuple nigérien. Mais tant qu'on continuera à creuser le fossé entre une oligarchie qui se développe, qui s'enrichit, et au détriment de l'écrasante majorité des populations, je pense qu'on va toujours crier, et même les institutions internationales, aujourd'hui, il y a un paradoxe avec le rapport du FMI quand même, et on le sait jadis que les enfants, en tout cas, sont un symbole, un signe de richesse, puisque l'agriculture quand même, qui est l'une des mamelles de l'économie nigérienne, jusque-là, ce n'est pas une agriculture mécanisée dans une certaine limite, c'est avec les enfants une richesse. Cette assertion demeure vraie parce que jusqu'ici, à l'heure où nous parlons, il y a des milliers de familles qui sont prises en charge par leurs enfants. Voilà, moi je pense que c'est un peu ça. Et ça en ville ou surtout dans les zones rurales. Donc maintenant, même si on peut voir dans quelle mesure freiner, peut-être, bon, il faut avoir une approche purement nigérienne de cette histoire de démographie. Maintenant, le troisième, je crois que c'est la question du changement climatique. Bon, comme je l'ai dit, nous subissons cela. C'est vrai, peut-être les conséquences, il y a les pluies diluviennes qui font des dégâts. Peut-être c'est de prévoir un peu les canalisations, les caniveaux, ainsi de suite, avec les inondations. On a vu récemment ce qui est arrivé dans la ville de Maradi. Et il semble que les météorologues ont prédit qu'il y aura des inondations d'ici jusqu'au mois de septembre. C'est justement de prendre des précautions, puisque nous subissons les effets du changement climatique, comme il a dit. Les gros pollueurs sont là et les États-Unis menacent de se retirer, même s'ils ne sont pas retirés. Je pense que c'est un peu ça. Mais il faut quand même regretter, comme je l'ai dit, le fait que dans le discours du président de la République, en tout cas, tout ce qui concerne la question de la gouvernance, la question de l'éducation, la question vraiment financière, économique, tout ça là n'a pas fait l'objet du discours du président de la République. Je pense qu'il faut quand même le relever. Pourtant, on l'attendait beaucoup par rapport à même cette question de crispation du climat politique. Je pense que là également c'est extrêmement important. C'est à ces occasions solennelles que le président de la République, qui est en tout cas le père de la nation, aurait dû s'adresser, peut-être tendre la main, réitérer la main tendue qu'il a toujours l'habitude de faire, et à l'ensemble en tout cas des fils de ce pays, pour que les gens puissent relever ensemble tous ces défis auxquels il avait fait allusion. Oui, alors docteur Siagi, votre commentaire par rapport... on reprend le titre de l'enquêteur qui parle lui plutôt de l'art de l'esquive des problèmes réels du pays. Oui, effectivement, c'est tout à fait de l'esquive que de vouloir fixer les thèmes sécuritaires, écologiques et démographiques, alors qu'il y a un problème plus important encore, en tout cas aussi important, qui déstabilise notre pays. Le problème de gouvernance, en sens général du mot. D'abord, le problème le droit des citoyens. Il y a quelques mois, les étudiants, par exemple, avaient bougé. Il a fallu qu'il y ait un mort pour que le gouvernement
se mettre à donner le 10 bourse. avril, précisément. Voilà, Le 10 ouais. avril 2017. Ça, voilà. Il a fallu que les gens luttent, ils ont fait des marches et tout. Il a fallu un mois quand même pour que le gouvernement, en tout cas, cède. Et même là, les problèmes ne sont pas réglés. Les contractuels. Jusque-là encore, je descends encore, très compliqué encore le ministère. Les contractuels, ça fait des mois et des mois. Ils attendent leur droit. Il n'y a rien. Là, le président a fait black-out là-dessus. La question notamment également, on va dire quoi, des prisonniers politiques. Là, c'est à combien? Ils sont encore en prison. Voilà, c'est pas normal. Donc il y a autant de questions importantes qui font que, notamment aussi l'accès des citoyens au transport, à l'eau potable, à tous ces bienfaits. Au logement. À l'école, logement, tout ça, voilà. Tout ça a été escamoté. Donc ça veut dire que vraiment l'essentiel de la vie des citoyens a été escamoté. Donc ce n'est pas, à mon avis, une option délibérée, enfin plutôt hasardeuse, mais délibérée, pour pas que quand les gens, n'est-ce pas, voilà, je crois que c'est ça important. Donc c'est vraiment une question de mal-gouvernance qui se pose d'abord dans notre pays, et ça il faut donc déplorer. Donc ces choix, d'abord le choix donc sécuritaire, je veux dire, avec les drones, avec pilotes et tout, que nous avons comme pilote, on ne voit pas en tout cas une utilité. Parce que jusqu'à présent, comme on l'a dit aussi également, les terroristes encore attaquent toujours. Ils viennent à pied, à dos de chameau, à dos de cheval, tout ce qu'on veut, pied. Et malheureusement, avec les drones plus de victimes. Avec des victimes. Voilà, plus. Dans la région d'Ifa et aussi dans la région de Tilaberi. Voilà, avec les missions militaires françaises, américaines et autres. Et allemandes, tout ce que vous voulez. Tout cela. Italiennes, voilà. Jusque-là, notre pays a encore ce coup réglé. Donc tous les terroristes sont toujours là, en train de faire ce qu'ils veulent. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on n'a pas un état-major militaire national. Parce qu'on n'a pas justement une gouvernance des militaires nigériens eux-mêmes. Notre pays est quelque part pris en charge par les étrangers. Comment voulez-vous compter sur les étrangers pour défendre votre pays? Comment voulez-vous que les étrangers viennent défendre votre pays? Surveiller, quoi? Non, c'est à nous-mêmes. Pendant des années, décennies, c'est les Nigériens eux-mêmes, les militaires nigériens, ceux-là Nigériens, qui ont toujours assuré la sécurité des citoyens. Donc aujourd'hui, on dit on va amener des appareils, des bases, de cela, mais on voit bien que le résultat est négatif. Donc c'est vraiment un déficit de gouvernance, donc la défense au Niger. Ça c'est important. Le deuxième élément, on peut dire, c'est la démographie. La démographie, quoi que ce n'est pas seulement un alibi. Bon, il faut dire aussi que c'est quand même le dada du PNDS. Depuis 2004, le parti Rose met l'accent sur la démographie pour expliquer les problèmes du pays. Depuis 2004, donc ça fait longtemps. La démographie, c'est seulement un alibi dans la mesure où les richesses que les pays africains, notamment le Niger, ont, permettraient suffisamment de loin, effectivement, comme on a dit autrement, de pouvoir nourrir la population, de les éduquer, de les loger, tout ce qu'on veut. Quand vous prenez des pays comme le Gabon, qui ne sont qu'un million d'habitants, qui ont des richesses énormes, et la misère, donc ce n'est pas le nombre de la population. Le Congo, Brazzaville, combien ils sont millions? Ils sont 2 millions. Pourtant, les pétroles, les gorges, les gorges. Mais pourtant, il y a la misère et tout. La Guinée équatoriale. Ouais, voilà, plein de pays africains ont des populations assez réduites. Mais pourtant, la misère est crasse, généralisée. Donc ce n'est pas une question de population, c'est une question de gouvernance. Quand on a des gouvernants qui sont là pour 10 ans, 20 ans parfois, ou bien qui font des trucages pour passer aux élections, donc où il n'y a pas une osmose entre le peuple et les citoyens, ou donc aussi on distribue mal les richesses, parce que c'est ça aussi. Quand il y a des sociétés étrangères qui viennent, qui pillent le pays, quand on fait des choses de ce genre, évidemment, en contrepartie, ça veut dire que les populations vont avoir moins que ce qu'elles doivent avoir. Donc les sociétés étrangères vont pouvoir avoir donc, le maximum de devises, les exporter chez eux. Et maintenant, en termes de logement, d'alimentation, d'éducation, de santé, tout ce qu'on est dépourvu. Donc c'est une question de gouvernance. Donc si les priorités effectivement ne sont pas mises sur ces volets-là, comment voulez-vous qu'on se développe? Donc il ne faut pas donc accuser la population. La population, enfin, comme en Afrique, quand il y a des années, les ethnologues ont mis ça en évidence. C'est d'abord une force de travail. Les enfants, c'est une force de travail. Parce qu'au village, à la campagne ou partout, les enfants, ce sont les bras. Ce sont les cerveaux parfois aussi. Ce sont eux qui font animer la vie. Ce sont aussi une assurance retraite. Parce qu'à la VS, il faut bien que quelqu'un s'occupe de vous. Vous n'avez plus la force de travailler. Donc ce sont les enfants qui sont là pour pallier. Donc n'est pas ce déficit-là, donc de force que vous avez. Donc c'est tout ça aussi qui fait aussi que donc c'est culturel. Donc on ne va pas quand même importer une culture occidentale qui a une autre logique
à notre culture qui est là, qui a ses problèmes, qui a ses logiques, qui a ses besoins, et dire voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, il y a vraiment un décalage. Donc, je pense que ce n'est pas un bon choix. Et surtout sans régler le problème de gouvernance. On a plus de la moitié de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. Et dans le même pays, il y en a qui sont multimilliardaires, sans avoir fait grand-chose. C'est quand même assez frustrant. Voilà, donc c'est vraiment pas une question de population. Le Niger sera encore mieux parce que chez les économistes, quand la première richesse d'un pays, c'est d'abord les hommes et les femmes. C'est pas le minerai, c'est pas le pétrole, c'est d'abord les hommes et les femmes. C'est ça. Donc plus on est nombreux, plus c'est bon. Voilà. Donc, les cerveaux, les bras, tout ça, ce sont eux qui font développer un pays. Le troisième élément, c'est l'environnement écologique. Quand même, quand on vient installer des bases militaires qui agressent l'environnement, quand on vient installer des rails en pleine ville qui défigurent la ville et autres, comment voulez-vous parler d'environnement? Je pense que c'est mal placé. Ce ne sera pas indiqué de pouvoir prendre ces thèmes-là, parce que ces thèmes-là ne vont pas avec la gouvernance actuelle. Parce que c'est vraiment une gouvernance qui est loin des objectifs, en tout cas d'écologie, d'environnement que se fixent les organisations internationales. Donc, je pense que c'est vraiment un discours au rabais, en tout cas qui n'a pas montré en tout cas une hauteur de vue, qui donc ne peut pas être un discours fade ou historique. L'autre élément qui a fait la une au cours de cette semaine, qui continue de faire d'ailleurs, c'est cette violation supposée ou réelle de la Constitution par le président de la République qui a pris un décret pour annuler la convocation du collège électoral qu'il a lui-même ordonné à travers un autre décret précédent. Le journal L'Actualité titre à propos des élections législatives anticipées partielles de Maradi. Donc précisément. L'Actualité, le journal titre Issoufou Mahamadou tombe désormais sous le coup de l'article 142 de notre Constitution. Issoufou Mahamadou tombe désormais sous le coup de l'article 142 de notre Constitution. En fait, il s'agit là d'un extrait de la déclaration du FRDDR que le journal a repris à son compte pour le titrer à la une. La griffe, l'opposition accuse le pouvoir de malmener la démocratie. L'opposition accuse le pouvoir de malmener la démocratie. Quant au journal Le Sens de l'Histoire, titre « Déclaration de l'opposition demandant la destitution du président de la République, un coup d'épée dans l'eau ». Déclaration de l'opposition demandant la destitution du président de la République, un coup d'épée dans l'eau. Et puis le Canard déchaîné, déclaration des leaders du FRDDR, un coup d'épée dans l'eau. C'est pratiquement le même titre que le journal Le Sens de l'Histoire. Déclaration des leaders du FRDDR, un coup d'épée dans l'eau. Quant au journal La Nation, il titre « L'opposition s'arroge les prérogatives de la Cour constitutionnelle ». L'opposition s'arroge les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Titre le journal La Nation. Il s'agit d'un quotidien, donc le quotidien La Nation. Alors Ousseini, le débat est vraiment assez complexe partout dans la rue, sur les médias, dans les journaux, évidemment, on vient de le voir, mais aussi au niveau certainement... Le premier constat que j'ai fait, oui, le premier constat, laisse-moi intervenir. Oui. Le premier constat, je constate que à l'Assemblée, il y a un député manquant. Il n'a pas été remplacé. Il n'a pas. Pourquoi? Alors c'est prévu par les textes. Pendant que les textes prévoient qu'en cas de vacance de poste de député, il faut organiser des élections partielles pour pouvoir pourvoir à ce poste-là. Est-ce que ça a été fait? La Cour constitutionnelle a dit, voilà, il faut faire les élections, voilà, il y a un arrêt, il n'y a pas eu d'élection. Personne n'est sorti dire, voilà le mécanisme qu'on a mis en place pour qu'effectivement on puisse s'asseoir là-dessus. N'est-ce pas? Et je l'ai fait sur ce même plateau-là. Les élections locales. On a décidé, parce que tout simplement la loi permet qu'on puisse prolonger. Aujourd'hui, il y a des élus et machins locaux qui se moquent les doigts parce qu'ils vont aller en prison. Ils vont aller en prison. Parce que tout simplement, ils sont tombés dans le piège. Et aujourd'hui, le piège, là, ça les a pris tous tant qu'ils sont. Tous. Ce que je suis en train de dire, c'est que où on respecte les textes de loi. Parce que je suis en position de pouvoir, je considère que je peux piétiner la loi
pour faire ce que j'ai envie de faire. On est dans ce schéma-là. On est dans ce schéma. Tout ce qui s'agite là pour dire non, 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 les gens sont... Non, il s'agit, c'est la loi. D'abord, c'est la loi qui fait que la personne a son poste là. C'est pas la force. C'est pas la force, c'est la loi. C'est la loi qui a dit qu'on va faire des élections et que quand tu vas être élu, tu vas être ceci, tu vas être cela. Aujourd'hui, on vient, on se met en posture, on est en position de pouvoir. On considère que quand ça ne m'arrange pas, j'ai piétine. Ça, c'est l'aspect concernant la non-élection du député de Maradi. Qui devait être, normalement, on devait remplacer ce député. L'élection devrait avoir lieu le 30 juillet dernier. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que tout simplement, il y a eu un décret qui a abrogé un autre décret. Et puis c'est terminé. Quand le projet est sorti, les gens disent non, 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 ils sont en train de... un coup d'épée dans l'eau. Quel coup d'épée dans l'eau? Ça aurait été quelqu'un d'autre, on va l'inquiéter. On va l'inquiéter dans ce pays. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui avait posé cet acte-là. Il va être inquiété. Sur ce même plateau-là, on a inquiété. Non, c'est une question de simple machin où il faut respecter l'ordre des choses. Où quand on doit faire les choses, quand on doit trouver un mécanisme pour ne pas pouvoir faire ça, qu'on explique au moins aux citoyens. Déjà, on commençait à déposer leur dossier par rapport à l'élection à Maradi. Là. On leur dit non, non, gardez vos dossiers, après on va vous appeler. Déjà, on commence à... Ce n'est pas une question d'opposition de politique, c'est une question de simple, il faut respecter, de simple bon sens, c'est la loi. Voilà ce que dit la loi, il faut que chacun se mette dans une disposition d'esprit de pouvoir respecter cette loi. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on crée quelle situation dans le pays? On crée un sentiment de frustration. Et on est dans ce schéma-là. Maintenant, je ne sais pas, l'autre aspect, c'était... Mais moi, j'ai dit, quelque part... Que l'opposition, la nation, par exemple, dit que l'opposition s'arroge les prérogatives de la Cour constitutionnelle. En C'est demandant la décision du président de la République. Non, je suis l'opposition, quand la Cour constitutionnelle ne prend pas sur lui, sur elle plutôt, la responsabilité, mais il faut que quelqu'un parle pour dire, non, ce qui s'est passé là, il y a une violation de la loi. Si l'opposition ne fait pas ça, la Cour constitutionnelle va se taire. Ou bien, est-ce qu'elle va sortir pour dire, elle va se taire. Mais c'est à la Cour constitutionnelle de dire, il y a violation. On a vu sous le premier mandat, dès l'entame du premier mandat, Mme Bazay, quand elle a été saisie et la Cour constitutionnelle d'antan, elle a tranché. Le Conseil constitutionnel de transition. Le Conseil constitutionnel de transition, elle a tranché. Elle a tranché pour dire, voilà, les deux ministres sont méconnus là-bas. On les a débarqués. Aujourd'hui, on va beau se taire dans tous les cas. C'est un boulevard qui est là. Bon, qui peut quoi? Ah bon. Qui peut? D'accord, docteur Amadou Hassan Boubacar. Ce débat-là s'est fait aussi sur les plateaux des médias, dans les journaux, effectivement, sur la supposée ou réelle violation de la Constitution par le président de la République, du fait de son dernier décret qui annule, abroge le premier, qui a convoqué le collège électoral pour le 30 juillet en vue de la tenue du scrutin des élections législatives partielles anticipées de Maradi. Et merci Abdraman de me donner l'occasion de me prononcer sur le plateau de Presse Plus par rapport à ça, sinon je l'ai fait à d'autres occasions, je crois, quand il y a eu le report, en tout cas le décret du 16 juillet, j'avais parlé justement du non-respect de la Constitution et même du contournement de l'arrêt 002 donc du 7 mars 2011 qui est constaté la vacance donc du siège du député et qui intimait au président de la République de convoquer le corps électoral pour les élections partielles dans les 60 jours qui suivaient justement la constatation de la vacance. C'est qui a poussé le président de la République dans un premier temps à prendre le décret du 5 mai pour convoquer justement ce corps électoral pour le 30 juillet 2017. Maintenant, après quelques jours, c'est pas exactement... Moi, je n'ai pas vu le décret pour voir est-ce que ça a été motivé. Qu'est-ce qui avait expliqué l'intervention de l'arrêt du 16 juin 2017 qui avait rapporté, donc qui avait annulé le premier décret pour reporter les élections partielles de Maradi à une date ultérieure. Et donc aujourd'hui, les faits sont là, comme il a dit.
les élections devraient avoir lieu le 30 juillet 2017 pour pourvoir au siège vacant du député. Et le 30 juillet passé, il n'y a pas eu des élections, ce qui est sûr. L'arrêt de la Cour, l'arrêt 002, n'a pas été respecté, ça a été totalement contourné. Et c'est pour ça, dans la déclaration de l'opposition, justement, ils ont invoqué les dispositions de l'article 142 de la Constitution qui parle de la haute trahison, donc en cas de violation de son serment par le président de la République, mais également en cas de refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc je pense que voilà pour ce qui concerne les faits, mais je pense que le fait que l'opposition puisse rappeler à juste titre les dispositions de l'article 142, en tout cas ne laisse pas penser que l'opposition s'est arrogé les attributions de la Cour constitutionnelle, et encore qu'en cette matière, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui constate, si vous voulez, la destitution du président de la République. La Cour constitutionnelle constate la déchéance du président lorsqu'il aura reconnu coupable du crime de haute trahison devant la Haute Cour de justice, qui est la juridiction compétente pour juger le président de la République. La Cour intervient à la fin de la procédure, puisque l'article 142 dit que lorsque le président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. Et la Cour constitutionnelle constate la déchéance donc, du poste donc, du président de la République. Donc là, c'est une fois que le président aura été mis d'abord en accusation par l'Assemblée nationale, donc à la suite d'un vote à une majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale, et on renvoie devant la Haute Cour de justice qui met en place sa commission d'instruction qui va instruire le dossier, donc le juger une fois qu'il est vraiment les faits de haute trahison relativement au non-respect de l'arrêt donc 002 est établi devant la Haute Cour de justice. Il est reconnu coupable dans ce cas de crime de haute trahison et il est sanctionné. Donc c'est à cela qu'il est déchu, et la Cour intervient pour constater la déchéance. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais les faits sont là. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il pense, on peut apprécier. Mais ce qui est évident, il faut le rappeler quand même, en matière électorale, le président de la République n'a pas un pouvoir discrétionnaire. Le président de la République, en tant que président de la République, chef de l'administration, il a le pouvoir de nomination, en tout cas, il a le pouvoir de prendre des actes réglementaires. C'est à ce titre-là qu'il prend le décret. Lorsque, par exemple, la CENI fait le chronogramme, on transmet au niveau du ministère de l'Intérieur, on prépare le projet de décret qu'il doit signer et il le fait. Et vous avez constaté que le premier décret du 7 mai, le président de la République, du 5 mai, le président de la République l'a pris suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc c'était dans cet arrêt qui ordonnait la convocation, qui a été indiqué clairement qu'il doit convoquer le corps dans les 60 jours qui suivent. Et c'est suite à ça que le premier décret du 5 mai était intervenu. Maintenant, par la suite, le président de la République a pris seul un décret, donc le 16 juin, pour reporter ces élections, sans se référer à la Cour constitutionnelle, ou bien, en tout cas, à la structure, quand même, à la CENI, et qui a fait déjà son projet du budget qu'il a transmis, justement, au niveau du ministère de l'Intérieur, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure il faut mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour organiser ces élections partielles de Maradi. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de base légale au second décret du président de la République qui annule le premier. Tout à fait, parce que c'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est exactement passé. Pour ça, j'ai dit, moi je n'ai pas vu le décret pour voir est-ce que c'est motivé, pour quelles raisons le président de la République s'est arrogé le pouvoir, les prérogatives justement de façon unilatérale de prendre ce décret-là pour reporter donc les élections à une date ultérieure. Je pense qu'en le faisant, effectivement, le président de la République, en tout cas, s'est attribué les prérogatives qu'il n'a pas en propre. Il peut, on aurait compris l'intervention du décret du 16 juin après la saisine de la Cour constitutionnelle, pour lui demander de se prononcer justement par rapport à l'impossibilité matérielle, en tout cas ou autre, d'organiser les élections donc au 30 juin conformément à la convocation, au 30 juillet conformément à la convocation qui a été faite sur la base de son arrêt. Là, le président de la République justement pouvait le faire légalement s'il avait au moins un acte
que ce soit ne serait-ce qu'un avis. Ne serait-ce qu'un avis à défaut d'un arrêt de la Cour qui lui aurait en tout cas dit que effectivement pour telle raison, on peut le faire. Sous d'autres sujets, je l'ai toujours donné l'exemple du Gabon qui en a fait en 2001 et récemment ils l'ont fait après le dialogue politique où on devrait aller après les élections présidentielles aux élections législatives. La Cour constitutionnelle a été saisie et ils ont reporté les élections législatives. Donc c'est comme ça qu'on doit le faire puisque la Cour constitutionnelle quand même est la seule juridiction compétente en matière d'élections législatives, puisque c'est elle qui contrôle la régularité des élections législatives, qui proclame le résultat, qui vérifie la sincérité des opérations de vote et tout ce qui s'ensuit. Et donc à ce stade, l'opposition a fait une déclaration, etc. Vous parlez tout à l'heure de la haute cour de justice devant laquelle le président devrait comparaître si jamais la procédure continue. Mais qui peut ou doit constater la violation de la Constitution, donc le refus de conférer à l'arrêt à ce niveau-là, et la violation de la Constitution. À ce niveau-là, ce n'est pas une question de constance, c'est un fait. C'est-à-dire que le président de la République, comme je l'ai dit, il y a eu un arrêt, n'est-ce pas, du 7 mars qui a constaté la vacance et qui a intimé au président de convoquer le corps électoral dans les 60 jours. Le président ne l'a pas fait. Et ça constitue une infraction. Le crime de haute trahison qui est prévu par l'article 142 de la Constitution. À partir du moment où l'infraction est là, le seul organe, la seule institution habilitée à mettre en accusation le président de la République pour haute trahison, c'est l'Assemblée nationale. Maintenant, la requête, c'est-à-dire que les députés doivent saisir l'Assemblée nationale d'une requête aux fins de mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Maintenant, ils vont faire le débat au niveau de... Puisque c'est une résolution qu'il faut voter. Et l'article 144 dit que la mise en accusation doit être votée à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Maintenant, si, à l'issue des débats, on fait le débat et que le vote à la majorité de 2/3 est obtenu, ça veut dire que le président de la République est accusé de haute trahison et on transmet le dossier à la haute cour de justice qui va instruire. Donc le dossier jusqu'à venir le juger. Maintenant, lorsque les faits sont établis qu'effectivement, il y a une violation il y a haute trahison, justement en ce qui concerne le refus d'obtempérer à l'arrêt de la Cour du 7 mars, maintenant, s'il est reconnu coupable de crime de haute trahison, c'est à ce là qu'il est déchu donc, de ses fonctions et la Cour constitutionnelle intervient pour constater la déchéance donc, du siège donc, du président de la République. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, docteur Souley Hadji, vous, quelle lecture vous avez de cette situation? Docteur Amadou disait tout à l'heure qu'en ce qui concerne les faits qui sont là, le président n'a apparemment pas obtempéré à l'arrêt de la Cour, même s'il l'a fait dans un premier temps, dans un second temps avec son second décret qui annulait la convocation du collège électoral sans base légale, juridique claire, en tout cas démontrée. Le président a visiblement violé la Constitution et il tombe sous le coup de l'article 142 comme il a expliqué. Cela fait débat. On va revenir à l'Assemblée nationale qui est quand même un organe politique. Qu'est-ce que cela peut donner selon vous? Non, dès lors qu'un président passe outre la loi, développe des tendances qui ne sont pas tout à fait démocratiques, ça l'état de droit, donc on peut donc suspecter, n'est-ce pas, une inclination peut-être monarchiste. Parce que voilà, seul le monarque, n'est-ce pas, peut se dire que je peux signer et contre-signer à tout moment. Je signe un décret, il dit, puis j'annule, je fais le décret. Donc c'est ça le monarque. En démocratie, il n'y a pas ça. En démocratie, il y a une consultation, comme l'a dit tantôt, voilà, telle cour, telle institution, ensuite. C'est pas pour ça seul qu'on est là assis devant son bureau, qu'on fait les choses de la nation à sa guise. C'est pas ça la démocratie. Donc il n'y a pas donc, cette culture-là. Donc c'est une monarchisation du pouvoir qu'il faut craindre. Pourquoi? Parce que il y a déjà beaucoup de choses par le passé. Par le passé, il y a eu plusieurs violations. Il n'y a jamais eu de violations. Aussi, y compris d'autres corps, voilà, sur des questions nationales et autres, voilà, des thèmes nationaux. Il y a eu la cour où les cours n'ont pas cherché à enquêter, outre mesure, les gens qui ont commis ces délits ou ces crimes, tant que tel. Et deuxièmement, le Parlement est tout à fait acquis à combien de pourcents voilà, au pouvoir. Donc on peut encore violer impunément parce qu'on est sûr qu'on va au cas essentiel. Donc comme l'ont dit les deux journaux, le sens de l'histoire ou le canard déchaîné, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Non, je ne pense pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Je crois que c'est déjà négatif pour l'image du pouvoir.
aux yeux des Nigériens, aux yeux des étrangers. Parce que voilà, un président qui commet des actes qui ne sont pas tout à fait légaux. Parce que si on doit traiter en termes juridiques, je ne suis pas juriste, donc il y a ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Le parallélisme de forme. Donc si déjà par le passé on a eu des cas où des présidents ont eu à violer des dispositions constitutionnelles, et donc on a dit que c'est un parjure, là aussi c'est le cas, donc c'est un parjure. Donc un parjure mérite telle ou telle sanction. Bon, je pense que c'est tout. Bon, à ce niveau, maintenant il faut que maintenant le processus suive son cours. Maintenant, est-ce que le Parlement, comme on a dit, est en mesure de pouvoir déchoir, c'est pas comme de mettre en accusation. De mettre en accusation le président pour qu'il y ait pour la Cour de justice. Voilà, ça c'est maintenant une question qu'il faut se poser. Sinon, ce n'est pas encore acquis, mais c'est vrai que c'est une violation flagrante. Et je pense qu'il ne faut pas non plus accuser, parce que j'ai entendu que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections, ainsi de suite. Voilà aussi, c'est un faux procès. Dès que la loi, il faut trouver les moyens. Maintenant, ça vaut trouver les moyens pour que cela soit. On va pas... Sinon, c'est grave. Parce qu'en 2021, on va dire quoi? Qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, on va faire rester à comment de sous pour 5 ans. Il n'y a pas d'argent pour faire des élections. C'est ça que ça signifie. Il n'y a pas d'argent. Donc, vraiment, c'est pas d'argent pour ne pas faire des élections présidentielles. Donc, on va les garder. Donc, c'est la méthode. Comment c'est concerne les élections locales? On dit que c'est parce qu'il n'y a pas de fichier biométrique. Et donc les élections sont reléguées au calendrier grec, peut-être dans 2 ou 3 ans. Voilà, donc c'est l'approche. Après la fin du mandat des élus locaux. Ouais, et là, c'est la méthode Kabila. Voilà, Kabila encore là. La méthode du mandat, vous pouvez encore là. Parce qu'on n'a pas d'argent pour organiser l'élection, tout cela, on n'a pas de fichier. Voilà, ils sont là. Donc c'est la même situation. Donc on est dans une situation vraiment politique tout à fait grave. Où nous qui étions comme un pays phare en matière de démocratie, d'élection, de prévision, tout cela, maintenant on tombe comme des pays, enfin, pour être comme des pays comme le Gabon, comme le Congo, RDC et autres, quand même c'est grave. C'est ça, c'est un recul démocratique pour nous, c'est un recul démocratique. Et du reste, j'ai lu il n'y a pas longtemps, quelque part, une analyse du docteur Elisabeth Chérif sur la question, qui montre bien qu'il y a aussi un parti plus partisan. Parce que le parti PNDS n'a pas une base forte à Maradi. Donc, il ne peut pas gagner les élections. Parce que les alliés sont aussi quelque part à l'écoute, à l'attaque, sont vigilants, sont à l'affût. Donc, tout cela fait que le président peut dire voilà, je m'en tiens vraiment aux Atigo. C'est un seul siège, il n'y a pas d'enjeu. Oui, le PNS a quand même 75 députés. Moins le siège là, le PNS reste toujours avec 74 députés. Moi, je parle de Maradi. C'est largement. C'est pas de Maradi, voilà. Maradi que vraiment il y a des enjeux locaux qui font que le parti au pouvoir n'est pas en mesure de pouvoir trancher parfois entre ses alliés. Même à Maradi, le PNS a le plus grand nombre de députés. Sur la vingtaine de députés qui existent. Même s'il perdait le siège de Maradi, donc pour Tessawa. Mais pour gagner, c'est pas perdre qu'on veut, c'est gagner qu'on veut. Un de plus. Donc c'est ça qui est peut-être l'enjeu aussi, donc local. Que les alliés sont là, les alliés veulent avoir un député, le PNS aussi veut. Bon, tout cela fait que quelque part il y a une sorte d'embrouille, en tout cas, qui fait que le statu quo est préférable à cette nouvelle élection-là. Alors, 2 ou 3 autres titres à découvrir toujours sur ce sujet. L'éclosion, le journal L'éclosion qui titre « Pris dans leur propre piège, des députés de la majorité poussent l'opposition à saisir la Cour constitutionnelle sur une haute trahison du président de la République. » Pris dans leur propre piège, des députés de la majorité poussent l'opposition à saisir la Cour constitutionnelle sur une haute trahison du président de la République. Et puis l'enquêteur du 1er août, ça on a déjà découvert ce titre, le FRDDR demande la destitution du président Issoufou Mahamadou. Mais toujours l'enquêteur du 1er août, le second titre de ce journal, accaparement des institutions de la République, PNDS Taraya, un État dans l'État au système quasi-militaire. Accaparement des institutions de la République, PNDS Taraya, un État dans l'État au système quasi-militaire. Alors, Hussein, 2 préoccupations ici. La première, c'est celle que pose le titre du journal L'Éclosion. Selon ce journal, les députés de la majorité poussent des députés de l'opposition à saisir la Cour constitutionnelle sur une haute trahison du président de la République. Peut-être que la majorité dont parlait le docteur Soleil tout à l'heure n'est pas si homogène que ça, n'est pas si solide que ça au vu de toutes ces péripéties que le régime affronte ces derniers mois, ou en tout cas ces derniers temps. Et l'enquêteur qui pense que, même si c'est sur un autre plan, qui pense qu'il a plutôt accaparement des institutions de la République par le PNDS Taraya,
qui s'apparente à un État dans l'État au système quasi militaire. Et ces institutions-là, dont on parle, effectivement, sont contrôlées quand même par des responsables issus du parti PNDS-Taraya, le parti majoritaire au pouvoir. Bon, concernant le premier aspect de la question, c'est que le constat est là. Au moins qu'on ait des heures pour ne pas voir les choses. On a vu pour des faits moindres. Des gens ont été inquiétés. Un président de la République qui piétine allègrement un arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'y a rien qui se passe. Et même quand ça va aller à l'Assemblée, rien ne va se passer. Il ne faut pas se faire d'illusions, moi je dis, parce qu'il est quelque part au-dessus des lois. Malgré les faits. Malgré les faits. C'est le sentiment que j'ai. Parce qu'on n'a pas besoin de dire à l'Assemblée, saisissez-vous de ce dossier-là. De la même manière, vous vous êtes saisis. Et on a vu, dans un passé récent, l'affaire est toujours là d'actualité parce que les médias en parlent. La levée d'immunité d'un député et la mise en accusation de 2 ministres. Que le gouvernement même a transmis au niveau de l'Assemblée. C'est devenu quoi? Les députés ont mis pied dessus. Ils ont piétiné. Ils sont impunis. Ils vont rester impunis. On en parlera tout à l'heure en 2 ou 3 minutes avant la fin de cette émission. D'accord. Ils sont restés impunis. Jusqu'ici, personne n'en parle. On a fait 2 sessions extraordinaires à l'Assemblée nationale. C'est une session. Deux sessions extraordinaires, une session donnée à l'occasion de laquelle les requêtes ont été introduites. Il n'y a rien eu. Les 2 sessions sont venues, il n'y a rien eu. Ok. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des citoyens nigériens, même quand il y a des faits avérés, ou du moins supposés avérés, ils peuvent rester libres. On ne peut pas les inquiéter. On est dans cette situation-là. Mais quand c'est au niveau du président, mais comment on peut s'attendre à ce que l'Assemblée, alors qu'ils ont une majorité, se saisissent de ce dossier pour dire il faut qu'on voit la lumière autour de cette affaire. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas. Moi, je n'ai pas le sentiment. En tout cas, à mon niveau, je me dis, ça ne va pas bouger parce que la loi, là, c'est contre ceux-là. Ce n'est pas tout le monde. Vous êtes résigné. Non, je ne suis pas résigné. La preuve, je suis sur ce plateau. Ce n'est pas une résignation. Ouais. Mais quand, de l'autre côté, ceux qui doivent agir, moi, je fais ce que je peux. Mais quand ceux-là qui doivent agir, pour que chacun puisse respecter la loi, ils ne font pas ce travail-là. Mais moi, je peux quoi? Tout au plus, ce que je peux, c'est m'asseoir sur un plateau, dire ce qui est. C'est tout. Je ne peux pas faire autre chose. Quelle est la possibilité, de quoi je dispose? Maintenant, le deuxième aspect, c'est... Oui, c'est l'accaparement des institutions de la République. Oui, mais par bien le sûr. Parce qu'on parle le président de la République est quand même issu de ce parti. Le Premier ministre également, le président de l'Assemblée, et même le président de la Haute Cour de justice, devant laquelle éventuellement... C'est la première fois depuis que la démocratie a commencé. Moi, je l'ai dit dans des débats, je l'ai dit. C'est la première fois depuis qu'on a commencé. Où le président du même parti, le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du parti, c'est un militant, le Premier ministre, c'est un militant du parti, les autres institutions, c'est des militants du parti. Ce n'est pas une invention. Est-ce que les gens inventent? Pour moi, il n'y a pas d'invention. Il ne faut pas que les gens puissent dire non, on est en train de vouloir jeter discret. Quand tu regardes tout ce bon monde-là, toutes les institutions, c'est des gens qui sont acquis à la cour du PNDS. C'est des gens qui luttent pour le PNDS. Mais en alliance, au moins, on doit pouvoir concéder quelques strapontins à d'autres alliés pour que ça puisse... Mais chaque fois qu'on saute quelqu'un, on a sauté le maire central de Niamey. Attendez voir qui on va mettre à la tête. Je ne sais pas si quelqu'un a été déjà placé. Non, pas encore, puisque... Le conseil municipal existe. Le conseil municipal, je suis en train de dire, attendez voir qui on va mettre. Parce que tout simplement, c'est une logique, c'est une dynamique. Ils sont dans cette dynamique-là. Il faut dégager tout cela. On cherche juste la petite bête. Une fois qu'on a trouvé la petite bête, on dégage l'allée. Et on met quelqu'un qui est là, qui nous est fidèle parce qu'il est avec nous.
On ne gère pas comme ça quand on est en alerte. Ouais. On doit pouvoir partager, donner des postes de responsabilité. Équilibrer. Essayer d'équilibrer un peu. Pour que, mais chaque fois, systématiquement, il y a un équilibre au départ. Mais c'est après qu'il n'y a plus d'équilibre. Parce qu'après, on va trouver une faille et toi, tu vas être mis dehors. Toi, Lali. Lali. Alors, docteur Amadou Hassan Bouakar, qu'est-ce que vous en dites de ces deux préoccupations soulevées par le journal L'Éclosion et l'enquêteur, pris dans leur propre piège, les députés de la majorité poussent l'opposition à saisir la Cour constitutionnelle sur une haute trahison du président de la République. Selon ce journal, en filigrane, la majorité risque de ne pas être automatique ou systématique au niveau de l'Assemblée nationale avec toutes ces péripéties. Quant à l'enquêteur, il soulève la question de l'accaparement des institutions de la République par le PNDS. On parlait du fonctionnement des institutions. Si ces institutions sont accaparées par un seul parti politique, selon le journal, cela risque de ne pas être le cas en ce qui concerne la bonne gestion de toutes ces affaires. Merci. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure pour ce qui est de la procédure. Je pense que la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la juridiction compétente. Indiqué en tout cas par rapport à la haute trahison et pour à ce stade de la procédure. À ce stade-là, donc en dehors de la constatation de la déchéance après la procédure donc de destruction, en tout cas la mise en accusation qui serait aboutie devant la haute cour de justice. Bon, je ne sais pas si le journal pense que je ne sais pas quels sont les signes qui montrent justement que bon, les députés de la majorité poussent eux-mêmes ceux de leurs collègues. Parce qu'il ne faut pas oublier que les députés du PNDS à ESO ne suffisent pas pour constituer la majorité. Ils sont 74. On parle de la majorité parlementaire. Oui, je parle de la majorité parlementaire justement. J'ai dit, même en cas de les députés, il faut forcément avec les autres alliés qui constitueront la majorité parlementaire. Je veux dire que le PNDS à lui tout seul ne constitue pas une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et moi, quand je parle de la majorité parlementaire, je parle de l'ensemble des alliés, justement, qui aujourd'hui, je crois, constituent un bloc d'à peu près 134 députés. Donc je pense qu'ils ont quand même la majorité parlementaire, les 2 tiers pour bloquer entre 132 et 134 en tout cas. Voilà, cette procédure de mise en accusation du président de la République. Ce qui est sûr, ce n'est pas évident, même s'il y a une requête qui serait déposée au niveau de l'Assemblée nationale aux fins de mise en accusation et que au niveau de la conférence de bureau de l'Assemblée, la conférence du président accepte de retenir la question de la mise en accusation au niveau donc, de ça, amener au niveau de la plénière, accepter, mettre en place une commission ad hoc qui va examiner la requête aux fins de mise en accusation, revenir faire le débat au niveau de la plénière et voter donc la résolution de mise en accusation, ce qui est sûr, avec la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, ça ne va pas prospérer. Aujourd'hui, on a vu, il l'a rappelé tout à l'heure, la mise en accusation des 2 anciens ministres et la requête de levée de l'immunité du député, ils sont là. Et les rapports sont déjà finis puisque les commissions ad hoc conformément donc ont été mises en place, les commissaires ont travaillé, le rapport est là, mais on est incapable justement de retenir en tout cas une date au cours d'une réunion de la conférence de président pour dire que bon, il faut inscrire les discussions en tout cas des 3 résolutions par rapport à ces requêtes-là pour qu'on puisse discuter et aller au vote. Donc, même si là, il ne s'agit pas uniquement de majorité, puisque c'est les députés de la majorité entre eux, il s'agit d'autres considérations. Oui, c'est ce que j'ai dit. À plus forte raison, oser en tout cas débattre de la question de la mise en accusation du président de la République. Vous imaginez que ce n'est pas aussi facile que ça. Sûrement que ça a juste un peu l'avantage de faire le débat sur le plan politique au sein de la société, que les acteurs en parlent, pour attirer l'attention sur le fait qu'il y a des faits effectivement qui constituent un cas de haute trahison au regard du non-refus, en tout cas du non-respect, j'allais dire, de cet arrêt, que voilà les conséquences. Dans une vraie démocratie, le président de la République risque justement la poursuite pour haute trahison. Je pense que c'est ça un peu l'avantage. Maintenant, par rapport au deuxième aspect, je pense que cela prouve simplement
que l'appareil politique, donc au niveau du PNDS, a quand même grande influence sur l'appareil d'État, puisque vous avez fait le constat que le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, y compris le président de la Haute Cour de justice, sont du même bord politique. Alors qu'effectivement, il y a quelques années de cela, dans le cadre de jeux d'alliance qui portent un président de la République à la tête de l'État, on a toujours vu que lorsque le président de la République et le Premier ministre sont du même bord politique, ne serait-ce que le président de l'Assemblée nationale, le président de la Haute Cour de justice sont d'autres bords politiques. Mais aujourd'hui, pratiquement, l'appareil du parti s'est accaparé de l'essentiel des institutions de la République. Donc je pense qu'il y a une forte mise de l'appareil politique sur l'appareil étatique et par conséquent, vous vous rendez compte que au niveau de l'État, c'est que l'appareil politique, en tout cas du parti, l'appareil du parti aura décidé, c'est ça qui va se passer au niveau de l'État. Peut-être c'est ça qui explique cette... en tout cas, bon, je ne dirais pas cette léthargie, mais quand même, on constate quand même qu'il y a une certaine difficulté. Un certain immobilisme. Voilà, un certain immobilisme, en tout cas, qui saute à l'œil. Et tout à l'heure, vous avez un peu parlé de l'absence d'homogénéité, peut-être qui peut expliquer un certain nombre de comportements et tout ça. Je pense que c'est là aussi le risque. Parce que lorsque on n'arrive pas en tout cas, à échapper, à sortir l'appareil d'État du joug de l'appareil du parti. Donc je pense que ça peut poser un problème. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème au niveau du bureau, en tout cas de l'appareil politique, ça doit avoir ça va se répercuter, ça doit avoir la gestion de l'État. Je pense que c'est quand même peut-être quelque part ça prouve que les alliés aussi ne pèsent pas puisqu'ils n'ont pas pu faire en sorte qu'ils détiennent au moins un certain nombre d'institutions clés de l'État. Et voir ne joue même pas leur rôle dans cette alliance qui devrait en principe fonctionner dans la gestion de l'État. Oui, docteur Soulehaji. Oui, j'ai entendu Ousseini et docteur Amadou. Oui, justement, ce qu'ils ont développé, quelque part, conforte comme ce que je disais, sur la monarchisation, la monarchisation du pouvoir. Parce qu'un monarque ne peut pas être déchu comme ça, voilà, par des gens qu'on a mis en place. Parce que la plupart de ces députés-là ont été cooptés quelque part pour être députés. Donc, on ne peut pas quand même mettre en cause l'arbre sur lequel ils sont assis. Je crois que c'est ça aussi. Donc, ils ne vont pas, être utilisés par l'opposition politique non plus. Il ne faut pas rêver, quoi. Parce que quand même, ils sont là pour des objets bien précis. Effectivement, alors que les députés déjà qui ont été mis en cause, on a vu ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils n'ont pas fait, donc c'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Donc c'est clair que vraiment, il ne faut pas beaucoup rêver sur une action parlementaire forte donc, de ces députés-là. Et deuxièmement, sur le PNDS qui l'accaparement des institutions de la République par le PNDS. Bon, là, ça, c'est un État dans l'État. Ça, c'est dans même la nature même du parti. Ce parti salinien. C'est le parti État. C'est le porte-pio qui dirige. À l'époque, l'Union soviétique. Donc c'est cette logique-là qui est appliquée, qui est transposée dans la République, dans la démocratie. Donc peut-être tous les postes importants, tous les organes importants, comme dans le temps de l'ex-Union soviétique, sont occupés par des apparatchiks, par des anciens barons, parce que cela. On ne va pas laisser comme ça un nouveau venu, crâner. Non, on va toujours nous-mêmes contrôler, surveiller. C'est ça, surveiller et punir. Voilà, c'est une sorte de prison. Donc, c'est une logique. C'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Donc, c'est ça, la logique qui domine. Parce que, voilà, à chaque fois qu'il y a effectivement changement, et comme l'a dit Ousseini, c'est toujours un gars du Serail, un gars un proche important. On ne va jamais être un allié sur cela, non. Parce que, à ça aussi, parce qu'en Afrique, les positions de pouvoir sont aussi des positions d'enrichissement. Donc on va donc placer quand même des gens, parfois des cousins, des parents, n'importe quoi, en tout cas qui sont de parti, plutôt que de voir des gens même compétents, mais qui sont alliés ou qui sont éloignés. Moi, je pense que c'est une logique normale du parti, et maintenant il faut dénoncer cela. C'est pas normal qu'on est quand même en république, il faut quand même qu'il y ait la diversité de la démocratie, pluralité de la démocratie, c'est ça qui fait que le débat augmente, que la République avance. Voilà. Alors, en 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, on est vraiment largement au-delà du temps que nous avons parti. À propos justement de ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale, le courrier titre requête de levée d'immunité de mise en accusation, une bombe à retardement. Requête de levée d'immunité de mise en accusation, une bombe à retardement.
Quant à l'enquêteur que nous retrouvons encore une fois, l'enquêteur du 31 juillet cette fois, Brigitte Raffini devant l'obligation morale de poser la question de confiance. Par rapport à ce sujet, l'enquêteur pense que le Premier ministre Brigitte Raffini est dans l'obligation morale de poser la question de confiance, puisque c'est son gouvernement qui a envoyé ces requêtes au niveau de l'Assemblée nationale, des requêtes qui n'arrivent pas à passer, qui n'arrivent même pas à être débattues au niveau de la plénière. Alors, Ousseini. Oui, bon, ben, effectivement, moi je considère qu'à partir du moment où c'est le gouvernement, on a vu par le passé, il y a des requêtes qui ont été traitées au niveau de l'Assemblée. Pourquoi subitement, il y a des requêtes qui arrivent et qu'il y a une majorité, quand même, la majorité et l'exécutif coïncident. Où il s'agit simplement d'une majorité simple, hein, oui, 86 députés pour faire passer ces trois requêtes. Dans une situation où les députés disent non, il y a eu même bagarre, semble-t-il, là-bas, où les gens ont dit on ne vote pas. Non, on a traduit, on a déplacé le débat au niveau ethno-régionaliste pour dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Et on s'est tué dessus et puis ils sont là, ils regardent. Mais on veut lutter quand on dit l'impunité. Quel combat on va faire l'impunité quand on se retrouve avec des cas. En 2005 déjà, les mêmes gens-là qui ont insulté ceux-là d'avant, les Kanja qui a accepté que 2 ministres soient mis en accusation, notamment Harry, Ibrahim et Maché, emprisonnés et jugés. Et aujourd'hui, ils viennent, dans leur cas, ils disent c'est pas possible. On ne peut pas amener des gens, on ne peut pas dire qu'ils ont commis. Au moins, créer les conditions pour que, où ils vont aller devant la justice, où on va les libérer à partir, on va créer les conditions pour qu'ils n'aillent pas devant la justice. Mais il faut créer au moins ces conditions-là. Parce que le problème qui va se poser, si d'aventure ce n'est pas réglé aujourd'hui, ça peut être réglé demain. Le courrier parle d'une bombe à retardement. Ah mais bien sûr, ça peut être réglé demain. Parce que si d'aventure, ils vont laisser traîner les affaires là. Demain, un régime va venir pour dire non, il y a telle affaire qu'il y a eu. De la même manière, ils ont pris des gens par rapport à des affaires où ils n'étaient pas, où eux, aux affaires, des gens sont allés en prison. De cette même manière, les gens vont se retrouver en prison parce que tout simplement, ça n'a pas été géré au moment où ils étaient dans une situation de gestion. Tout à fait. Voilà. Alors, docteur Amadou Boubacar, Brigitte Raffini devant l'obligation morale de poser la question de confiance. Est-ce que ce dossier-là, il peut engager la responsabilité de son gouvernement? Bon, moi je ne vois pas matière à poser la question de confiance. C'est vrai, puisqu'on dit que après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre peut engager la responsabilité de son gouvernement sur le vote d'un texte. Bon, maintenant, est-ce que les textes de ces requêtes-là peuvent faire l'objet d'une motion de défiance où il met en jeu la responsabilité de son gouvernement? Je pense que ça reflète l'absence d'homogénéité dont vous avez parlé. L'enquêteur parle plutôt d'obligation morale, oui, pas simplement commandée par les textes, mais l'obligation morale pour faire passer ces requêtes, parce que le gouvernement y tient. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais on peut trouver la solution autrement. C'est juste pour dire que cette situation qui est du blocage, en tout cas il faut le dire, par rapport aux 2 requêtes de mise en accusation des 2 anciens ministres et de la levée de l'immunité d'un député qui est bloqué à l'Assemblée nationale, prouve qu'effectivement il y a un certain malaise au niveau de la majorité où il n'y a pas une certaine homogénéité entre la majorité parlementaire et le gouvernement qui, quand même, il faut le rappeler, a daigné envoyer les requêtes de ces 3 personnalités qui sont toutes de la majorité parlementaire quand même aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, voilà que l'Assemblée nationale, en tout cas au nom de quelle logique, veut faire une obstruction à la manifestation de la vérité. Je pense que ce qui est important de rappeler à ce niveau, il y a quand même toujours la présomption d'innocence. Et que ce soit la mise en accusation éventuelle ou la levée de l'immunité n'est pas synonyme de condamnation. Les gens bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il y a des députés dont les immunités ont été levées pendant le premier mandat et qui n'ont jamais été appelés. Et surtout, ce qui est marrant dans cette affaire, qui sont dans le gouvernement, ce qui est marrant, c'est que déjà, les requêtes ont été examinées au niveau des commissions ad hoc. Les rapports sont prêts. C'est juste pour fixer et intégrer, j'allais dire, sur l'ordre du jour de calendrier de travaux pour retenir une date pour discuter de ces rapports avant de voter
en tout cas, ou de rejeter les résolutions portant mise en accusation des 2 ministres ou de levée de l'immunité. Je ne sais pas, voilà que ça bloque. Si jamais c'est ce que, en tout cas, les journaux ont rapporté, les considérations ethno-régionalistes qui ont prévalu, c'est quand même une violation de l'article 4 alinéa 2, où dans l'exercice du pouvoir d'État, le régionalisme... Et d'autres intérêts aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que, en ce qui concerne l'ancien ministre de la fonction publique, M. Laouli Chebou, il s'agit quand même de cette fameuse affaire du concours d'entrée à la fonction publique de l'État, qui impliquerait d'autres personnalités. Oui, mais bon, moi je pense que mais même si d'autres personnalités sont par ricochet impliquées dans ce dossier, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que force doit rester à la loi et qu'au nom du principe de la séparation de pouvoir, l'Assemblée nationale a intérêt, en tout cas, à voter ces résolutions-là pour que toutes ces personnes qui sont suspectées puissent se défendre, se défendre devant et surtout rendre justice à ces beaucoup de jeunes Nigériens qui sont admis au concours d'intégration à la fonction publique, d'autres qui ont travaillé pendant 9 mois, ils sont affectés à l'intérieur du pays. Un beau matin, ils se sont retrouvés sur le carreau. Je pense qu'il faut leur rendre justice, en tout cas favorisant... Sans oublier que dans ce même dossier, des fonctionnaires de l'État quand même ont fait la prison, ont été jugés et condamnés dans ce même dossier. Oui, docteur, rapidement, en une minute. Rapidement, c'est qu'il y a déjà la jurisprudence. Comme on a dit par le passé, il y a eu des ministres qui ont été inquiétés. Même le Premier ministre. Donc on a levé notre immunité, pourquoi pas cette fois-ci. Deuxièmement, c'est une question de morale, parce que quand même, normalement, il est quand même normal qu'une procédure politique suive. Donc quand même la politique aussi, c'est pas un domaine de la mafia ou autre, non. Il faut que les choses soient claires. Donc la transparence, donc il faut que la justice puisse trancher. Et du reste, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les deux ministres en question, mis en question, ont des bons marabouts. Ils arrivent à échapper. Voilà, et le député aussi. Voilà, ils ont de bonnes images. Ils sont attachés. Ah bon. Voilà, ah bon, en tout cas pour le moment, ça marche. Ça marche jusque-là. Les ne sont pas bons. Voilà, ça marche. Bon, ça marche. Voilà, ça marche. Donc, ils vont continuer à travailler. Comme l'a dit, tôt ou tard, c'est des dossiers qui vont rebondir. Le coulier a parlé, je le disais tout à l'heure, d'une bombe à retardement qui risque de revenir à la surface dans tous les cas, tôt ou tard. Merci Dr Amadou Sambokar, merci Dr Soulaji, merci Ousenissa. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres pour presque plus de cette semaine. Et encore une fois, toutes nos excuses pour les retards enregistrés dans le démarrage de cette émission. Excellente fin de semaine sur le programme de la télévision Bonferré. Au revoir.